bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme chaque mercredi. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Bonsoir Mounsofa Trassi. Bonsoir Khaled. C'est votre première participation au CPP. Karim Kibir, journaliste, rédacteur en chef à Liberté. Merci d'être venu. Bonsoir. Maître Zobida Assoul, merci aussi de faire votre rentrée politique chez nous au CPP sur Radio M. On a réintroduit l'image de la semaine. Je ne vous l'ai pas dit avant l'émission pour que vous vous prépariez. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, quelle est l'image qui vous a marqué durant cette dernière semaine. On commence avec vous, Maître. La mort des jeunes dans les embarcations de fortune, c'est vraiment choquant. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'aucune réaction officielle du gouvernement, ni du chef de l'État, même pas ni de compassion, ni même de condoléances à leur famille. Donc c'est vraiment, moi ça m'a beaucoup choqué de voir chaque semaine des jeunes comme ça partir à la mort. C'est le désespoir. Et nous en parlerons lors de cette émission avec ces chiffres effroyables, celui de plus de 21 000 haragas depuis le début de l'année 2021. Karim Kebir, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Non, je crois que je sais comme Mme Assoul, c'est le drame des jeunes haragas, comme on voit sur les réseaux sociaux et les informations qui sont données chaque jour pratiquement sur le nombre d'Algériens qui échouent sur les côtes espagnoles. C'est un drame terrible. Mounsofa Trassi, je n'ai même pas besoin de vous poser la question parce que ce qui nous a marqué cette semaine en tant que journaliste, en tant que famille de Radio M, c'est la disparition de notre collègue et ami Anis Hamza Chellouch, qui est décédé donc jeudi dernier à l'âge de 35 ans, victime d'une noyade dans une plage à Ain Belian en Algérie, alors qu'il était en train de faire un reportage pour sa propre chaîne YouTube. C'est une disparition qui a choqué toute la corporation, tous ses amis, sa famille, tous ses proches, son entourage. Et Hamza Anis Chellouch, on le connaît très bien, Mounsofa Trassi, parce qu'il a commencé le journalisme avec nous. C'était en 2015, je pense. Fin 2015, c'était, début 2016. C'était en 2015. Il est venu à la presse, un domaine qu'il ne connaissait pas, et il a vite appris. Oui, justement, je te remercie Khaled de m'avoir donné l'occasion de venir m'exprimer, et Radio M aussi. Rabbi Yarham Hamza, effectivement, il a commencé avec nous en 2015 et c'est aussi l'événement qui m'a marqué moi, cette semaine. Je suis un peu déconnecté de l'actualité politique et tout ce qui se passe, mais son décès nous a tous bouleversés, on est toujours sous le choc et il n'avait pas encore pratiqué le journalisme et tu lui avais donné l'opportunité d'intégrer la rédaction d'Ashuruq News, plus précisément du 19h Info. Il était tout content de commencer, donc je garde de lui des souvenirs d'une personne qui était curieuse de savoir en quoi consistait le journalisme en Algérie, qu'est-ce qu'il fallait faire pour donner la parole aux gens, et puis il avait vu qu'il y avait une certaine liberté d'expression qui avait été créée au sein de notre groupe, et petit à petit il avait commencé à faire des sujets, à la rédaction. C'est quelqu'un de très très curieux, de très intelligent aussi. Il nous avait bluffé avec son quotient intellectuel. Il était toujours là à essayer d'innover, de trouver de nouvelles perspectives pour justement, il me le disait souvent, j'ai envie de décrocher encore plus d'audience pour le 19h Info. C'est vrai qu'il avait son caractère particulier. Il avait un écrit un peu trash, si je puis dire, et tu t'en rappelles, Khaled. Donc on avait commencé à lui expliquer petit à petit que il fallait qu'il soit un peu plus, si je puis dire, plus politiquement correct, parce qu'il avait toujours sa touche à lui. Donc voilà, c'est toujours, c'est avec beaucoup de tristesse que je remémore ces souvenirs et que je parle de Hamza. Et vous avez bien fait de le dire, c'est qu'en 2015, il y avait une certaine liberté de la presse relative, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Hamza était un jeune manifestant du Hirak aussi.
Hamza a couvert les manifestations du 22 février depuis le début. Il a incarné l'esprit du Hirak. Il a même protégé des policiers anti-émeutes isolés. Le 1er juin, Al-Mouradia, c'était, je pense, l'une des premières semaines du Hirak. Il se sentait vraiment associé au Hirak du 22 février, Hamza, qu'il couvrait sans cesse, avec professionnalisme et aussi avec conviction. Vous confirmez ça? Associé, aussi très engagé, parce que je me souviens d'une anecdote, si je peux la raconter. Il avait croisé un manifestant qui n'avait peut-être plus d'espoir et qui lui disait que ça ne servait absolument à rien. Et j'ai vu cette réaction de Hamza dire que le peuple représente tout aujourd'hui et qu'il fallait absolument tout faire pour le suivre, couvrir l'actualité du moment qu'il y a un mouvement populaire représenté par la majorité par des jeunes. Et donc c'est sa particularité à lui, à Hamza, c'est qu'il ne ratait absolument aucun rendez-vous. Il n'y avait pas que les vendredis, il y avait aussi les mardis. Même quand il n'y avait plus de manifestations dans la rue en raison de la pandémie, il continuait à exprimer ses revendications, à les faire transmettre justement, celles des gens. Et ce qui était original avec Hamza, c'est qu'il avait tout simplement envie de transmettre les plus belles images du Hirak. Donc tout le monde peut être témoin de ce que faisait comme travail Hamza. On ne le voyait jamais marcher, il était toujours perché sur un arbre. Je pense qu'il avait même eu l'idée une fois ça lui avait beaucoup plu l'idée de l'escabeau. L'escabeau de Zohair Abalkan, qui se promenait dans les manifestations avec un escabeau pour filmer, mais quelques semaines après, la police le lui a interdit. Il faut aussi préciser que Hamza Chellouch était solidaire avec tous ses collègues, en particulier avec moi. Je n'oublierai pas ça aussi, cette solidarité indéfectible de sa part. Hamza était à l'étranger, peu de gens le savent, il vivait en Angleterre et lui a choisi de rentrer en Algérie parce qu'il croyait en ce pays, mais il gardait aussi l'espoir d'une Algérie nouvelle. Il n'était pas sceptique ni pessimiste, il était jusqu'au bout optimiste. Je vais répondre à ta question, Khaled, mais pour immortaliser justement le fait qu'il ait été vraiment très solidaire avec toi, c'est que quand tu étais en prison, Casbah Tribune, ton média électronique devait vivre. Et je me souviens que ça lui avait fait vraiment énormément plaisir de savoir qu'on lui a proposé d'écrire pour Casbah Tribune. Et je m'en rappellerai toujours, il m'a dit, il était vraiment très content, il m'a dit c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir travailler pour Casbah Tribune. Et j'aimerais que quand Khaled Drarni quitte la prison, il retrouve Casbah Tribune comme il l'avait laissé. Donc c'était pour lui un immense honneur de représenter Casbah Tribune et de travailler pour ce média quand toi tu étais derrière les barreaux. Mais sinon, pour revenir à ce que tu m'avais posé comme question, effectivement il était resté 5 ans en France, 6 mois ou un peu plus en Angleterre. Plus précisément 1 an en Angleterre. Il était rentré, comme nous le disions, en 2016. Il avait commencé cette aventure à Choroq et l'Algérie. Il aime beaucoup l'Algérie. On le dit sans aucun excès de zèle. C'est quelqu'un qui aime beaucoup son pays parce qu'il a tenté, si tu t'en rappelles, de repartir en Angleterre en 2017. Mais il avait estimé qu'il était préférable pour lui de rentrer. Donc il est revenu en 2018. Donc oui, effectivement, tout ce qu'il faisait vivre et tout ce qu'il passionnait, c'était les quartiers à Alger, c'était la vie à Alger, les petites choses. Parce que Hamza, il faut savoir, il faut le rappeler, hein, c'est quelqu'un qui aime les choses simples, ce n'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Et donc il est revenu et pour lui, vivre et mourir finalement en Algérie, c'était la plus belle des choses qu'il ait. Il faut rappeler aussi que Hamza Chellouch appartient à une famille de journalistes, d'amoureux de ce métier. Son père, Mohamed Chellouch, est journaliste à la radio, d'ailleurs ancien directeur de la chaîne 1. Son frère est un brillant journaliste, Faz Chellouch, qui est à Jil FM, toujours journaliste à Jil FM. Et je vous rappelle aussi que Radio M va consacrer demain une journée d'hommage à Anis Hamza Chellouch, avec notamment la projection d'un film de 13 minutes qui retrace le parcours et la carrière de Hamza en présence d'un public. Il y a eu déjà une journée d'hommage qui s'est déroulée il y a quelques jours, et bien sûr Radio M et Casbah Tribune continueront de rendre hommage à Hamza Anis Chellouch qui nous a quittés le jeudi 23 septembre 2021. Nous n'oublierons évidemment jamais. Merci. Oui. Parce que j'ai tenu à transmettre un message de sa sœur,
Sana, donc je vais le lire. S'il m'écoute, j'aimerais lui redire, parce qu'il le sait déjà, que je l'aime de toutes mes forces, qu'il a été une bénédiction dans ma vie et que j'ai eu la chance d'avoir le meilleur frère au monde. C'est une certitude que la douleur insupportable de sa disparition est atténuée par l'amour dont il ne nous a jamais privés et qu'il continue à nous transmettre même après sa mort. Merci à Sana qui doit aussi être fière de son frère et nous tous de notre collègue. Merci Moussafa Trassi, j'espère que nous vous retrouverons dans de prochains CPP. Je rappelle que vous êtes journaliste, que vous êtes aussi le correspondant de France 24. Sans accréditation. Sans accréditation. J'espère que vous l'aurez bientôt. Merci d'avoir été sur notre plateau. Bien sûr, quand on parle de Hamza qui a choisi de revenir en Algérie, on ne peut ne pas faire le lien avec le phénomène de la harga, maître Hassoul. Et vous l'avez dit dans votre image de la semaine, les chiffres sont effrayants. Selon maître Blatrache, qui est spécialiste des questions des droits de l'homme, Zakaria Blatrache, alors nous avons dépassé le chiffre de 2020 avec près de 21 000 tentatives de départ. C'est des chiffres, c'est du jamais vu depuis 2018. Alors qu'il y a eu l'espoir de 2019 quand ce phénomène s'est réduit en Algérie. Pourquoi autant de personnes et pourquoi maintenant ? Tout d'abord, merci pour l'invitation, Khaled. Je voudrais aussi, pour ma part, نترحم على Hamza, que j'ai connu ici à Radio 1. Présenter les condoléances d'abord à toute l'équipe de Radio 1, mais aussi à sa famille, mais aussi tous les morts, tous les jeunes Algériens qui meurent au quotidien parce qu'ils rêvent d'une vie meilleure, tout simplement, mais parce que aussi dans leur pays, c'est le désespoir, il n'y a pas de perspective. Donc, si on observe un peu les chiffres, effectivement, c'est quelque chose d'effrayant. Pour ma part, quand on regarde que pendant la période du terrorisme, il n'y a pas eu autant d'Algériens qui quittent, et de cette façon, surtout, de cette façon, Al-Harga. 2019, la révolution pacifique avait créé une nouvelle dynamique politique, mais aussi sociétale. Donc les gens avaient beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, les gens croyaient que l'Algérie allait changer, mais surtout, les gens pensaient qu'au sein du sérail, dans les institutions de l'État, il y avait des gens qui pouvaient justement être à l'écoute des messages qui ont été adressés par le peuple à travers quand même plus de 2 ans de manifestations pacifiques qui réclamaient tout simplement un état de droit, qui réclamaient la démocratie, qui réclamaient la dignité, qui réclamaient tout simplement de rester dans leur pays, mais de vivre dignement. Donc malheureusement, après 2019, donc malheureusement c'est la désillusion, parce qu'on remarque quand même que le chef de l'État, depuis qu'il est là, bien qu'il avait fait une promesse électorale qu'il allait tendre la main au Hirak, bien que c'était dans son propre intérêt pour se donner un peu de légitimité qui lui a manqué lors de son élection, mais malheureusement, la réalité a été tout autre, refus de toute ouverture, que ce soit envers la classe politique de l'opposition ou envers le Hirak ou envers tout simplement les revendications du peuple. Donc aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que les Algériens prennent le risque d'aller, en sachant qu'ils ont 50% de chances de mourir en mer, mais ils prennent quand même ce risque. Ça démontre justement la grandeur du désespoir. Karim Kébé, vous êtes d'accord, le désespoir est si grand aujourd'hui. Je présume que votre journal s'intéresse beaucoup à cette affaire de la Harga et de ces chiffres qui font peur. Absolument, parce que d'ailleurs on a publié aujourd'hui un reportage sur des jeunes Harraga dans la région de Siddouk, à Béjaïa. Pourtant, Béjaïa, jusqu'à un passé assez récent, n'était pas connu pour ça, un foyer de départ des Harraga. Bon, parce que quand même, il y a une zone industrielle, les jeunes, plus ou moins, il y a l'immigration. Donc, ce qui était curieux, c'est que ceux qui ont disparu, tous travaillaient. C'est-à-dire, ce n'est pas le problème c'est pas un problème de chômage ou uniquement des conditions socio-économiques, mais c'est beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est une question de dignité d'abord. C'est que les jeunes ne sont pas heureux aujourd'hui, ils sont malheureux, ils s'ennuient, ils ne savent plus quoi faire de leur vie, ils n'ont plus de perspective. Ce sont des contingents d'étudiants qui n'ont pas de débouchés, surtout, la situation s'est compliquée avec la pandémie.
on l'a déjà dit en tout cas, pendant le Hirak, il y avait tellement cet espoir d'un changement qu'il y avait même des jeunes qui étaient installés à l'étranger qui voulaient venir. Rappelez-vous, il y a même l'intellectuel Mlekchi qui venait manifester ici à Alger. C'est pour vous dire qu'il y avait un tel espoir que tout ça, on a eu je ne sais par quel génie, à transformer en un grand désespoir. Et souvent, ce genre de situations conduisent forcément à des décisions extrêmes comme le font aujourd'hui ces jeunes qui risquent leur vie, mais l'essentiel, c'est de quitter le pays parce qu'ils ne trouvent plus aucun bonheur ici. Nous n'avons plus les capacités de leur fournir ce minimum de bonheur et qu'ils pensent trouver ailleurs. En tant que chef de parti, je parle à la chef de parti et non à l'avocate, est-ce que vous comprenez ce désespoir? En tant que chef de parti, comment est-ce qu'on répond à cela? Comment est-ce qu'on essaye de convaincre ces gens-là de ne pas risquer leur vie dans la mer? C'est très difficile. C'est très difficile d'abord parce qu'aujourd'hui, ce phénomène de départ massif ne touche pas que les jeunes, ne touche pas que les jeunes qui n'ont pas de boulot ou qui n'ont pas de niveau, mais ça touche aussi des universitaires, des familles, des femmes avec des enfants. C'est dire à quel point les Algériens n'ont plus de perspective dans leur pays, mais en plus, ils vivent trop de disparités, ils voient trop d'injustices, ils voient trop d'incapacité de l'État de subvenir et de répondre à leurs attentes. Donc, du coup, devant le désespoir, les gens prennent ce gros risque, qui est un risque quand même calculé, plus ou moins, mais quand même c'est un gros risque. Aujourd'hui, je pense que la responsabilité incombe d'abord au pouvoir, parce que c'est les gens qui sont au pouvoir qui sont appelés à trouver les solutions des Algériens, mais en plus, aujourd'hui, il n'y a pas que les gens qui partent par la harga, il y a aussi les gens qui partent de manière régulière. Quand vous regardez tous les centres culturels étrangers, et qui font des concours, qui font des tests parce qu'ils savent qu'ici, il n'y a pas de perspective. Hier, j'entendais le chef de l'État parler et se targuer que l'Algérie, chaque année, elle fait sortir les universités et les instituts entre 200 et 300 000 universitaires. Mais que faisons-nous de ces 200 à 300 000 universitaires qui sortent et qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas de démocratie, qui n'ont pas d'état de droit, qui ont peur, qui ne peuvent pas investir, qui ne peuvent pas se mouvoir, qui n'ont pas la liberté de s'exprimer, qui ne peuvent pas aller au cinéma, qui ne peuvent pas vivre comme veulent vivre toute la jeunesse du monde. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'on les comprend. Pour moi, ça me fait très très mal de voir que le pays est en train de se délester de toute son intelligentsia, de toutes ses ressources humaines qualifiées qui partent et que d'autres pays, bien sûr, vont prendre, alors que le pays a besoin plus que jamais de cette ressource qualifiée. Et je note, madame, les 3 premiers bacheliers, enfin, ils ont quitté le pays. Il y a un qui est parti faire ses études en France et 2 jeunes filles qui sont parties en Turquie. Et il faut dire que ce phénomène, évidemment, ne touche pas que les gens qui sont en détresse sociale. Il touche aussi des gens, ils ne choisissent pas le bateau, ils partent par d'autres moyens, ils quittent l'Algérie par avion, alors que socialement, ils sont beaucoup plus à l'aise que ceux qui partent également. Absolument. Et c'est ce qui explique d'ailleurs cette décision de durcir l'octroi des visas, parce qu'ils ont découvert que ceux qui partent aussi ne reviennent jamais. Ceux qui obtiennent le visa, ils ne reviennent plus. C'est-à-dire même si c'est un visa de court séjour, mais une fois qu'il est parti là-bas, il reste. Parce que les gens cherchent d'abord la dignité. Il y a des cadres, ce sont des cadres avec leur famille et tout ça, ils quittent le pays. Justement parce qu'ils n'ont pas cette dignité, ils n'ont pas ce respect qu'ils recherchent. Ils ne l'ont pas dans leur pays. Ailleurs, ils sont mieux respectés, ils sont mieux considérés, surtout pour les cadres. Donc forcément, aujourd'hui, c'est une véritable hémorragie à laquelle nous sommes en train d'assister. Mais c'est l'environnement, le climat général, parce que les gens ne se sentent pas à l'aise, ils ne vivent pas. Il n'y a plus de loisirs, il n'y a pas de, comme le disait madame, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma. Dès que vous sortez du travail à 17h, vous ne savez plus quoi faire de votre temps. Imaginez-vous les jeunes qui sont dans des zones reculées ou isolées dans les petits villages
encore plus lorsqu'ils ne travaillent pas. Et devant eux, ils voient que tout est fermé, tout est sombre. Forcément, ils seraient tentés. Et Karim Kébé, vous avez parlé évidemment de la question des visas qui a fait l'actualité cette semaine dans les pays du Maghreb et en France, puisque la France a décidé de réduire le nombre de visas accordés aux pays du Maghreb, moins 50% pour l'Algérie et le Maroc et moins 30% pour la Tunisie, sous prétexte que ces pays, donc, ne fournissent pas les passes consulaires pour permettre les expulsions. L'information est tombée il y a quelques minutes, Maître Assoul. L'Algérie a décidé de convoquer l'ambassadeur de France à Alger au ministère des Affaires étrangères pour l'interroger. Est-ce que c'est une bonne décision qui a été prise par le gouvernement algérien, celle de convoquer l'ambassadeur français? D'abord, devant une telle décision, normalement la réaction devait être à un niveau plus élevé. Elle a été faite par l'envoyé spécial du président pour le Sahara occidental et non par le ministre des Affaires étrangères, comme c'était le cas pour le Maroc. Voilà. Il faudrait que ça soit à un niveau supérieur, parce que d'abord la décision a été prise par un chef d'État, et donc en l'occurrence M. Macron, donc normalement la réaction devait suivre par le chef de l'État algérien. Donc Abdelmajid Tebboune devait justement, on l'attendait sur cette question, et c'est là où on va voir si l'Algérie est une puissance ou pas, c'est de réagir politiquement. Après, bien sûr, les mesures qui doivent accompagner cette réaction ou cette décision unilatérale de la France, bien évidemment, ça se réfléchit. Convoquer l'ambassadeur français accrédité en Algérie, bien évidemment, c'est un des moyens, justement, de demander des explications, mais ce n'est pas la seule voie. Vous savez très bien que dans des affaires diplomatiques, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs moyens, mais surtout qu'on sait qu'entre Macron et Abdelmajid Tebboune, il y avait une relation plutôt lune de miel. Très... Ben oui, lune de miel, ils s'appelaient régulièrement. Je ne sais pas comment se fait-il que Macron puisse annoncer une telle décision et que Abdelmajid Tebboune ne réagisse pas. Alors, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a qualifié cette mesure d'injustifiée. L'envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahara occidental l'a qualifiée de disproportionnée. Vous êtes d'accord? C'est une mesure injustifiée et disproportionnée? Les deux, oui. Les deux pour l'Algérie. Oui, celle de réduire le nombre de visas? Absolument, les deux. D'abord, l'Algérie, c'est elle qui a le plus grand nombre de communautés établies en France. Ça, il ne faut jamais l'oublier, il ne faut pas le perdre de vue. Mais en plus, les Algériens qui sont là-bas, ce sont des Algériens qui réussissent parfaitement, qui sont parfaitement intégrés et qui continuent maintenant à vraiment constituer un bon lobby en France. Et donc, c'est quelque chose d'incompréhensible. Il pèse aussi sur l'électorat en France, surtout qu'on est en pleine période électorale pour les élections présidentielles en France. Donc, au contraire, l'Algérie a de bonnes cartes entre les mains pour essayer d'influer sur cette décision. Mais bon, on va voir comment le pouvoir va vraiment se comporter avec cette décision. Vous avez traité cette question des visas qui aura des répercussions clairement négatives sur l'attribution des visas pour les Algériens. Vous imaginez, moins 50%. Écoutez, Khaled, d'abord je reviens sur la convocation de l'ambassadeur de France. On a tous constaté quand même ces derniers mois, ce n'est pas la première fois qu'on convoque l'ambassadeur de France. Rappelez-vous, après le reportage qui a été publié, si je me rappelle bien, à France 24 ou la chaîne A. En tout cas, il y avait deux... M6, je pense, non? Voilà. Oui. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a une forme d'agacement à chaque fois qu'on traite d'un sujet qui fait jaser ici en Algérie, particulièrement chez les Algériens. Et comme la question des visas, c'est quelque chose quand même qui intéresse beaucoup les Algériens, donc forcément il y a cette réaction épidermique, comme toujours, du pouvoir quand il s'agit de ce genre de questions. La seconde, je pense qu'elle est liée beaucoup plus à conditions politique française. Voilà. J'ai l'impression comme si le gouvernement algérien, ils se sont un peu floués par la partie française parce qu'il y avait... Auparavant, il y avait des négociations. C'est un sujet qui date depuis, je pense, plusieurs années. La France reproche toujours à l'Algérie de ne pas délivrer ce qu'ils appellent... Les passes consulaires. Voilà, les laissez-passer consulaires. Bon, pour quelles raisons l'Algérie refuse de les recevoir? Parfois, parce qu'il y a des questions quand même sensibles liées, soi-disant, à l'aspect sécuritaire, parce qu'ils ne connaissent pas les gens. Beaucoup d'Algériens qui arrivent là-bas, ils sont sans papier, donc... il y a des difficultés. On ne peut pas les identifier en tant que tels, donc comment je peux le récupérer?
Mais je pense beaucoup plus, le gouvernement algérien se sent un peu floué. C'est-à-dire, ce qui a précipité un peu cette décision, c'est parce qu'il y a des considérations de politique interne française, notamment avec la montée de l'extrême droite. Donc Macron, forcément, il doit un peu jouer sur cette question. Et comme souvent, ça arrive sur le dos des Algériens. Mais cette mesure de réduction des visas, elle va aussi toucher des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Ça va toucher les étudiants, ça va toucher le citoyen lambda et qui va l'empêcher de voyager librement en France, puisque généralement les Algériens voyagent beaucoup plus en France que d'autres pays européens. Est-ce que ce n'est pas aussi une mesure injuste qui va toucher des gens qui n'ont rien à voir avec toutes ces histoires de laissez-passer consulaires? Bien Quand vous posez évidemment. cette question aux autorités françaises en leur disant que cette mesure va toucher des gens qui n'ont rien à voir, ils vous disent oui, mais c'est aux autorités de ces pays d'assumer ce dommage collatéral. Oui, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas, ce dossier, en tout cas, à mon avis, n'a pas été traité de la meilleure manière, que ce soit de la part des autorités françaises ou de la part du pouvoir algérien. Un dossier pareil, comme l'a dit Karim, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un dossier quand même qui est récurrent, qui revient chaque année. Chaque année, on a le même problème. Pour les visas, on diminue, on remonte, etc. Donc, c'est un problème récurrent. Donc, il y a d'autres problèmes additionnels, sauf que il va y avoir des Algériens qui, eux, ont une situation tout à fait régulière, qui peuvent voyager et la liberté de circuler est garantie par toutes les conventions internationales. Donner un visa pour les Algériens qui remplissent toutes les conditions, bien évidemment, ça va être vraiment un handicap pour des gens, d'abord les étudiants, mais aussi les hommes d'affaires, les intellectuels, les gens qui partent, les journalistes, les hommes de la culture, etc. Les gens ont le droit quand même de circuler librement. Et bien évidemment, avec une mesure pareille, ils vont quand même se retrouver dans des situations assez délicates et ça, c'est pas normal. Il faut juste préciser que la politique française de réduction des visas pour l'Algérie avait commencé en 2018 avec déjà moins 30% à partir de 2018. Concernant les deux réactions algériennes et marocaines, les deux pays ne se parlent pas, rupture des relations diplomatiques, mais ils sont concernés par cette réduction de 50%. Est-ce qu'il y a eu une réaction distincte? Est-ce que ça aurait été bien que les deux pays réagissent en même temps face à cette mesure qui les touche tous les deux au même niveau? Je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait une réponse commune parce que la nature des rapports, des relations entre Rabat et Paris, Alger et Paris, elles sont différentes. Quand même, l'Algérie dispose d'une relation quand même plus profonde avec la France. Vous pensez que la relation algéro-française est plus forte que la relation franco-marocaine? Eu égard à les dimensions, si on prend en considération la dimension humaine, oui, la dimension historique, la nature de la relation entre l'Algérie et la France est plus importante que la relation marocaine. Entre le Maroc et la France, c'est beaucoup plus des relations liées à des considérations économiques, de stabilité parce que c'est une monarchie, sans plus. Mais avec les Algériens, quand même, nous avons la plus importante communauté en France. Nous avons beaucoup de cadres algériens, notamment la deuxième et la troisième génération, qui sont des élus, des responsables en France. Beaucoup de gens se soignent en France. Absolument. Donc, je ne vois pas. Et puis, il faut dire qu'aussi, qu'en ce moment, entre Alger et Rabat, c'est pas la nuit de noces. Donc, s'il n'y avait pas eu cette rupture de relations diplomatiques, ça aurait été bien que les deux pays réagissent en même temps, Maître Assoul? Non, je pense que cette vision unitaire de l'Union des Maghreb ne s'est jamais faite. Même dans des moments où il n'y avait pas cette crispation entre les relations, cette rupture entre les deux pays, elle n'a jamais été possible. Pas uniquement du fait des deux pays ou des pays maghrébins, mais aussi du fait des puissances occidentales qui ne voient pas d'un bon œil que le Grand Maghreb puisse être uni, d'abord politiquement, mais aussi économiquement et surtout en face de telles décisions. Donc je pense que ça ne s'est jamais fait auparavant. Ça ne risque pas de se faire de sitôt si on voit un peu l'évolution des choses. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Karim quand il dit que c'est vrai que les relations entre l'Algérie et la France sont totalement autres que celles entre la France et le Maroc. D'abord, les Français disent de tout temps, depuis Mohamed V, que le Maroc est un pays ami.
ce qui n'est pas le cas pour l'Algérie. L'Algérie n'a jamais été considérée comme un pays ami de la France. De par notre histoire commune qui est très complexe, qui est très tumultueuse, on va dire ça comme ça, des hauts et des bas. Un jour je t'aime, moi non plus, c'est comme ça. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problématiques qui n'ont pas été réglées. En tout cas, on n'a pas eu de pouvoir jusqu'à présent qui a eu le courage d'aller jusqu'au fond des choses et d'aller vers des solutions durables des problématiques qui nous lient à la France. Donc c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas réagir de la même manière. Les relations avec le Maroc sont autres, mais les relations avec l'Algérie, d'abord la dimension de l'Algérie en tant que pays, mais aussi les intérêts de la France dans notre pays sont autres. Est-ce que vous approuvez la décision de la fermeture de l'espace aérien aux avions marocains? Écoutez, on peut pas. C'est pas un problème approuver ou être contre. Moi, je fais partie des politiques qui ont toujours rêvé, qui travaillent, qui veulent travailler, qui veulent œuvrer pour l'union du Maghreb. C'est mon rêve. J'ai le droit de rêver. Maintenant, c'est dommage qu'on en arrive là, parce que... C'est dommage, mais c'est nécessaire, c'est ce que vous voulez dire? Non, c'est dommage dans cette situation particulière, parce que moi je pense que les enjeux dépassent de loin nos deux pays. Ce sont des enjeux d'ordre géostratégique, géopolitique. Il y a d'autres puissances qui ont d'autres enjeux dans la région. Israël? Je pense, évidemment. Donc vous approuvez cette décision. Donc c'est une bonne décision. Donc moi, je dis qu'avec un pays voisin, le mieux, c'est de ne pas avoir des problèmes avec un pays voisin. D'abord, les peuples sont des peuples unis, parce que c'est les mêmes peuples. Deuxièmement, quand vous avez un pays voisin, ça fait quand même votre insécurité si vous avez des problèmes avec un pays voisin, parce que vous n'allez pas déménager, ni vous ni lui. Donc on est condamné un jour ou l'autre à aller vers la négociation. Moi, j'ai toujours appelé au dialogue. Pour moi, quel que soit le problème qu'on a, on peut se mettre autour d'une table et dialoguer pour trouver toutes les solutions, gagnant-gagnant, sans qu'il y ait une partie forte, une partie gagnante, une partie perdante. Maintenant, les choses ont évolué autrement. Bien sûr, le Maroc aussi a été dans une démarche populiste. Il a fait quand même beaucoup de manœuvres pas amicales du tout envers l'Algérie, notamment quand il a parlé de la Kabylie. C'est vraiment aberrant d'entendre de telles choses de la part d'un diplomate, dire qu'il faut donner l'autodétermination au peuple kabyle. C'est vraiment une agression. Ouais. Maintenant, moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut se mettre autour d'une table, il faut parler, il faut trouver des solutions, mais il ne faut surtout pas laisser d'autres forces venir s'installer dans notre région, parce que les pays qui seront perdants, nous serons les deux perdants, pas uniquement le Maroc et pas uniquement l'Algérie. Parle de dialogue, s'asseoir autour d'une table, mais on est encore très très loin de tout ça. C'est vraiment la rupture, c'est l'escalade aujourd'hui entre les deux pays. Oui, je ne pense pas que ça va s'arranger, surtout justement avec l'arrivée d'Israël, parce que je pense que c'est beaucoup plus ça qui a un peu compliqué encore plus la situation, parce que quoi qu'on en dise, l'Algérie, elle n'entretient pas de relations avec l'Israël depuis longtemps. C'est pratiquement un ennemi, j'allais dire, éternel pour les Algériens. On a vu avec l'épisode de son statut d'observateur à l'Union africaine. Donc, pour les Algériens, en tout cas, ils ont compris un peu les manœuvres qui sont en train d'être faites autour de ça. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est bien de devoir fermer le ciel? Je suppose. Cette fermeture est liée, encore une fois, à des considérations sécuritaires, effectivement. Peut-être c'est une histoire de drone, peut-être... Oui, mais en tout cas, c'était après l'histoire des drones. Mais malheureusement pour nous, encore une fois, notre drame chez nous, c'est que nous n'avons pas affaire à un gouvernement transparent, un gouvernement qui dispose, un pays qui dispose d'un parlement, où ce parlement interpelle son gouvernement, où il parle à son peuple dans la transparence. D'ailleurs, parfois, je ris quand on parle de construire un front commun intérieur contre un ennemi dont on ignore la nature. Mais d'abord, il faut nous identifier ces ennemis, il faut nous donner les informations nécessaires, il faut convaincre son peuple pour former ce front, parce que cette confiance, elle est basée sur la transparence. Mais malheureusement, vous n'avez ni parlement, donc nous ne savons pas.
ils prennent des décisions et nous, on est en train d'essayer de voir et d'essayer de comprendre à quoi ça en retourne. Alors évidemment, dans chaque numéro du Café Presse Politique, on parle des détenus d'opinion, dans quasiment chaque numéro, en présence d'un avocat, même si ce soir vous êtes l'avocate, mais aussi la chef de parti, Zubeda Assoul. Et cette semaine, il y a eu le verdict dans l'affaire de Ali Erdely, qui a été condamné à 4 ans de prison ferme. Vous étiez proche de Ali Erdely auparavant, dans son équipe de campagne, quand il était candidat à l'élection présidentielle, et vous êtes son avocate aujourd'hui, vous avez même plaidé pour lui. Est-ce que le verdict vous a surpris, honnêtement ? Est-ce que vous vous attendiez à ces 4 ans ou est-ce que vous aviez un scénario beaucoup plus optimiste en tête ? Vous savez, moi, je ne suis pas le genre qui s'investit dans les scénarios. Je suis une professionnelle de droit, j'ai un dossier, je regarde ce qu'il y a dans le dossier, je regarde l'application de la loi. Au regard de ce qu'il y avait dans le dossier, Ali Erdely a été poursuivi juste pour un seul chef d'inculpation. La Cour suprême a tranché. La Cour suprême a ordonné à la chambre d'accusation de ne retenir contre lui qu'un seul chef d'inculpation, c'est-à-dire atteinte au moral de l'armée. Atteinte au moral de l'armée pour quelqu'un qui a passé quand même 42 ans de sa vie dans cette institution, qui a des enfants, des frères qui font partie de cette institution. Donc au regard du dossier, d'ailleurs les gens qui étaient présents ont bien vu que j'avais soulevé ce problème devant le président du tribunal criminel en disant « Mais, Monsieur le Président, Ali Erdely n'est plus concerné par le premier arrêt de renvoi de la chambre d'accusation qui a été cassé en ce qui le concerne par la Cour suprême et que lui, il devait être jugé seul sur ce même chef d'inculpation et que, d'ailleurs, sur l'arrêt de renvoi, il y avait son co-prévenu qui était cité comme témoin. Alors on a été surpris d'être vraiment confronté à un autre procès qui n'était pas celui d'Ali Erdely. Et ça, c'est quelque chose qui m'a semblé d'abord sur le plan du droit qui n'était pas conforme à la décision de la Cour suprême. Et donc pourquoi faire le même procès d'Ali Erdely et de Ghasmi ? Hussein, ça n'a rien à voir. Ce sont 2 procès totalement distincts. En plus, cette façon de faire a créé un peu la confusion dans les esprits, peut-être surtout des jurés qui étaient présents et qui étaient au nombre de 4 quand même. Donc moi, personnellement, quand j'ai regardé le dossier, je m'attendais à une relaxe, parce que ça ne sera qu'une relaxe, parce que c'est l'application de la loi. Parce que Ali Erdely, le corps de ce crime, pour lequel il a déjà passé 28 mois de détention provisoire, c'est juste d'avoir fait une interview avec le Watan du 25 décembre 2018 où il a fait l'apologie de l'armée, bien au contraire. Il dit que l'armée est la seule institution qui pourrait éviter au pays de sortir de la Constitution et d'aller vers des élections libres et transparentes. Ali Erdely a été mis en prison, disons les choses comme elles doivent être dites, par Gaïd Salah. Pourquoi plus d'une année, je pense, depuis la mort, décembre 2019, plus d'une année depuis la mort de Gaïd Salah. Pourquoi est-ce qu'Ali Erdely est toujours en prison aujourd'hui ? Ça, c'est les gens ce sont les décideurs du pays qui peuvent répondre à cette question. Moi, je ne peux pas répondre. En quoi est-ce qu'il dérange Ali Erdely pour ne pas être libéré ? Je pense qu'il doit déranger d'abord de par sa ténacité, sa constance dans ses positions. Mais aussi, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Il considère qu'il est citoyen, qu'il avait le droit de faire la politique et d'être candidat à la présidentielle. Moi, en tant que parti politique, nous l'avons soutenu sur la base d'une feuille de route que nous avons rendue publique, d'ailleurs, sur 14 points, dont, justement, éloigner l'armée de la politique. L'armée, c'est une institution qui doit assumer ses missions constitutionnelles et qui ne doit plus se mêler de la politique. La politique doit être laissée aux politiques, mais aussi d'aller construire l'état de droit et l'indépendance de la justice. Or, dans le procès de Ali Erdely, on constate bien qu'il y a une instrumentalisation de la justice dans des procès qui n'ont rien de procès judiciaire, mais plutôt une condamnation politique. Karim Kébé, vous avez traité dans le journal Liberté le procès de Ali Erdely. Je pense qu'il y avait Ali Bourkhlef sur place. Quels sont les tenants et aboutissants ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le plus ancien détenu d'opinion, Ali Erdely, 28 mois en détention préventive ? Absolument. En tout cas, moi personnellement, c'est-à-dire je lis les comptes rendus. Donc, mais il y a Mme Assoul qui est là, donc qui connaît mieux le dossier. Quand on voit ce qu'on lui reproche, franchement,
on se demande comment le personnage doit être gardé en prison pendant tout ce temps. C'est pourquoi il y a des interrogations autour de justement des considérations qui font qu'on le maintient en prison. Peut-être, hein, je dis bien peut-être qu'il est victime aussi des rapports de force qui sont à l'intérieur du sérail, c'est tout. Parce que peut-être il n'agrée pas certaines parties, vu que d'après les témoignages qui sont dus sur lui, que c'est quelqu'un qui est très clean, c'est pas quelqu'un qui a versé dans les affaires. Et puis il a eu l'outrecuidance pour en tout cas sa famille, soi-disant d'avoir tenté d'être président de la République, ce qui serait considéré. On a l'impression qu'il fait toujours peur. On a l'impression qu'il fait toujours peur parce qu'on a l'impression qu'il va redevenir candidat à l'élection présidentielle. Absolument, et il va bousculer aussi, l'ordre établi, et ça c'est ce qu'il ne souhaite pas, puisque tout ce qui a été fait depuis le début de la pandémie, tout ce qui a été entrepris à ce jour, c'est uniquement pour reconstituer le système. Donc lui, il ne peut pas être dans l'équation, parce que vu son discours qu'il avait développé quand il avait tenté d'être candidat à la présidentielle, il bousculait quand même certaines choses. Donc il y a beaucoup qui le redoutaient. Vous l'avez vu. Sa fameuse phrase, quand il avait fait la conférence de presse sur le Forum de liberté, il avait dit « ou moi ou le système ». Donc c'est la phrase assassine, quoi. C'est pour ça qu'il paye. S'il est libéré, on l'espère, est-ce qu'il serait candidat aux élections présidentielles anticipées que vous souhaitez en 2022, Maître Assoul? Non, ce n'est pas à moi de répondre à cette question, il faut la poser à l'RDR. Et j'espère qu'il sera libéré en tout cas, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est sa décision qui lui revient à lui. Et est-ce que vous pensez... Mais s'il a un casier judiciaire, je ne pense pas qu'il aura le... S'il est condamné définitif. Oui. S'il est condamné définitivement, Ouais, oui. peut pas. Mais c'est ça, c'est tout l'enjeu. Vous savez, c'est là où je vous dis que le pouvoir en place, en fait, il est en train de fabriquer des dossiers à toutes les personnes qui pourraient les gêner, de leur faire des casiers judiciaires, des condamnations définitives qui peuvent demain les empêcher de se présenter comme candidat, parce que la loi... elle le stipule clairement dans la loi électorale que quelqu'un qui a des précédents judiciaires, qui a été condamné surtout à la prison, ne peut pas prétendre à se présenter à une élection présidentielle ou autre, d'ailleurs même législative. Est-ce que vous maintenez votre proposition, Maître Assoul, d'une présidentielle anticipée en 2022 ? Est-ce que vous la maintenez et pourquoi ? Vous savez, moi en tant que politique, je me dis la politique c'est l'art du possible. Au départ, bien évidemment, on avait depuis le Hirak, vous le savez très bien, Khaled, on a accompagné cette révolution populaire et on est même sorti, nous à l'UCP, on est sorti même en 2018 dans le cadre de Moatana pour rejeter le 5e mandat. Avec Sofiane Djilali. Ben oui, avec Sofiane, avec d'autres aussi, d'autres militants, avec Amira Boraoui, avec Badi, avec d'autres personnes, beaucoup d'intellectuels qui ont intégré ce mouvement pour faire barrage au 5e mandat. Sauf que par la suite, bien évidemment, on est obligé de tenir compte de la situation que nous vivons, du réel, quoi. Nous avons un chef d'État, il est là, il est installé, même s'il n'a pas la légitimité qu'il faut, la légitimité populaire, mais la légitimité politique. Des élections législatives ont été faites alors que le taux de participation n'a pas dépassé 23% selon les chiffres officiels, alors que ce n'est pas le véritable chiffre, on le sait très bien. Tous les partis, les 5 partis qui ont eu le plus grand nombre de députés n'ont pas réuni 5% de l'électorat, c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, on nous annonce des élections communales, locales pour le 27 novembre. Je pense qu'aujourd'hui, le paysage est très clair pour tous les Algériens. C'est que le pouvoir actuel en place n'a pas été capable de trouver des solutions politiques, n'a pas été capable de trouver, même si on met de côté les solutions politiques, on parle des problèmes économiques, socio-économiques, aujourd'hui on le remarque. Aujourd'hui les Algériens, qu'est-ce qui se passe? Les Algériens font des chaînes terribles pour les livres scolaires, pour leurs enfants. Moi qui ai fait l'école algérienne naguère,
les effets scolaires ou les livres surtout, on nous les fournissait dans nos écoles. Personne n'allait faire la chaîne ailleurs. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans ce pouvoir-là, comment il gère les choses à l'envers. J'ai pris l'autoroute ce week-end pour aller à Khenchla. L'autoroute de l'Est, c'est une autoroute, c'est plus une autoroute. La situation de la route est désastreuse. La situation de la signalisation est aussi désastreuse que l'état des routes. Nous avons une agence des autoroutes qui est censée réfectionner, entretenir. Je ne sais pas si elle a les moyens, je ne sais pas si elle les a pas, je ne sais pas si elle a les compétences. Mais aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance dans le pays, visiblement. Nous avons le dinar qui s'est effondré totalement. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Algériens s'est effondré avec la classe moyenne. Aujourd'hui, Khaled est en train de se paupériser aujourd'hui. Donc, c'est vraiment grave. On ne peut pas dire que cette équipe, que ce président peut continuer. Donc, nous, on avait appelé, d'ailleurs, c'est une proposition qu'on avait faite le 16 février 2021. Et on a dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Si c'est nécessaire. Mais on n'a pas dit uniquement des élections présidentielles anticipées, on l'a accompagné par une conférence nationale de dialogue qui, elle, va arrêter les voies et moyens, les mécanismes et les conditions qui vont garantir des élections libres et transparentes, parce qu'on ne peut pas non plus aller indéfiniment dans cette situation avec un président qui ne trouve pas de solution et avec un gouvernement qui a fait un plan d'action qui n'a ni chiffres, ni propositions, ni des mesures tout à fait précises pour régler les problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec Smaïl Almas qui, sur ce plateau, avait dit que la haute autorité des élections a juste remplacé le ministère de l'Intérieur, que c'était un ministère de l'Intérieur bis? Moi, je dirais, non seulement je suis d'accord avec lui, mais je dis bien mieux, l'ANI, d'abord, n'a pas la compétence pour organiser des élections, de par sa composition, de par le nombre de personnes, mais en plus, Khaled, les commissions électorales au niveau des wilayas, elles sont composées de qui? Cette ANI, au niveau, à l'échelle locale, les communes, les wilayas, elle est composée des gens de l'administration, donc il ne faut pas qu'on se raconte des histoires pour dire que les élections sont organisées par une autorité. D'abord, c'est une autorité anticonstitutionnelle. Je l'ai dit sur votre plateau plusieurs fois, c'est une entité qui est anticonstitutionnelle, parce que quand elle est venue, on était dans le règne de l'ancienne Constitution. Or, l'ancienne Constitution, elle ne parle pas d'une autorité indépendante d'organisation des élections, elle parlait d'une autorité de contrôle des élections. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc déjà, son existence est une existence anticonstitutionnelle. Donc aujourd'hui, quand vous regardez, est-ce que l'année, un jour, nous a fait un rapport sur comment les élections se sont déroulées? Quand on a vu que l'ANI est là pour distribuer et pour violer elle-même les dispositions de la loi électorale. Rappelez-vous, la première réunion qu'elle a faite ces jours-ci, c'est de dire oui, on va dispenser les partis justement des signatures pour les élections locales. Mais c'est une violation manifeste de la loi électorale. Il faut changer la loi. Mais en plus de ça, quand vous savez que cette loi électorale a été élaborée dans des bureaux fermés, qu'il n'y a pas eu de concertation avec la classe politique, qu'il n'y a pas eu aussi l'aval du Parlement qui a été promulgué par ordonnance. Donc c'est pas possible, on ne peut pas s'attendre à quelque chose cette paupérisation et l'aggravation de la situation sociale, on le constate dans votre journal. Vous faites des reportages quotidiennement sur le terrain. On le remarque de plus en plus que socialement parlant, économiquement, ça va extrêmement mal aujourd'hui. Je crois qu'il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux qui résume un peu cette situation. C'est le jeune qui se faisait alimenter par le sérum. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que tu es en train de faire, il leur disait que je suis en train de me nourrir. Puisqu'il commençait à donner les prix de la pomme de terre, le prix de la viande et tout ça. Donc il dit de préférence, il vaut mieux acheter du sérum et vous vivez tranquillement, c'est mieux que d'aller au marché. Donc c'est assez révélateur de cette situation. Mais bien sûr, tout le monde le sait, tout le monde est en train de vivre dans une situation très très difficile. Vous n'avez qu'à faire un petit tour dans les marchés pour voir les prix qui dépassent l'entendement. 150% d'augmentation. Et une bonne partie. Une inflation extrêmement importante. Et il y a des gens qui sont encore des smicards, qui touchent 20 000 dinars, 22 000 dinars pour une famille de 7 personnes. Vous vous imaginez comment ils sont en train de faire?
Donc c'est dans leur dignité qu'ils sont aujourd'hui touchés. Et le drame, c'est que tout ce qu'ils ont annoncé comme mesure, soi-disant, de contrôle, il y a cette espèce d'incapacité justement, ni à contrôler ce marché, ni à maîtriser. C'est pour ça qu'il y a cette crise, cette grave crise de confiance. C'est pour ça que je dis, j'ai du mal à croire en ce processus qu'ils sont en train d'engager. L'essentiel pour eux, c'est d'éviter qu'il y ait une transition, parce qu'ils sont contre la transition. Donc ils ont engagé un processus d'élection. Mais comment récupérer cette confiance? Donc même pour répondre à votre question tout à l'heure sur l'élection présidentielle, même si d'aventure ils décident d'organiser l'élection, encore faut-il trouver les conditions, créer les conditions pour récupérer cette confiance. Chose qui n'est pas facile. D'ailleurs, même en ce moment, est-ce que vous avez senti, moi en tout cas j'ai ce sentiment que tout ce qu'on dit en ce moment, que ce soit par rapport à ce qui se passe avec le Maroc, que ce soit avec ce qu'on dit sur l'Algérie et tout ça, nous avons le sentiment que les Algériens ne branchent pas. Le discours, on a l'impression que le gouvernement prêche dans le désert. Il y a ces relais médiatiques qui passent leur temps à relayer le discours du pouvoir, voilà, le Maroc, voilà ça. Mais au niveau de la population, les gens sont dans une autre planète. Parce que les priorités ne sont pas les mêmes, Exactement. Karim. Les priorités des citoyens sont autres que les élections. Et d'ailleurs, ils vont arriver à un résultat pire que celui des législatives. Il y a eu une expression qui a beaucoup marqué cette semaine, qui a été extrêmement reprise dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans la rue, et on aimerait avoir votre avis sur cette expression, Maître Assoul, c'est Al-Quwa Dhariba. Elle a été utilisée par le président de la République lors du discours devant les Wali, en disant, je ne sais pas si la traduction est force de frappe, si c'est ça, voilà. En fait, c'est surtout un pays puissance. Voilà. C'est surtout ça, en disant que tout le monde le reconnaît, sauf certains Algériens. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président sur ça? Est-ce que l'Algérie aujourd'hui est une force de frappe? Écoutez, moi je ne comprends même pas ce discours, honnêtement. On attend d'un président des décisions. On attend d'un président de choisir les compétences, de mettre en place les institutions d'aide à la prise de décision. On ne demande pas à un président d'être un économiste, d'être un juriste, d'être tout, mais on lui demande de s'entourer des compétences algériennes qui sont très nombreuses, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. De mettre ces gens-là au profit du pays pour trouver les solutions, à la fois politiques, économiques, socio-culturelles, etc. Mais il ne fait pas cela. Maintenant, moi je regarde juste les pays qui sont considérés comme des pays puissances à travers le monde. Est-ce que vous avez un jour entendu parler les États-Unis ou la Chine vous dire « nous sommes Quwa Dhariba » ? Le Royaume-Uni, on n'entend pas. Les gens qui sont des pays forts n'ont pas besoin de le dire. Maintenant, quand on le dit, ça veut dire qu'on ne l'est pas. Forcément, on veut convaincre qui? Moi, je dis tout simplement au chef de l'État. Il a dit Quwa Dhariba dans son discours avec les Wali, mais devant les membres du CNES, il a dit donnez-nous les solutions. Il n'y a pas d'économie en Algérie. Bon, quel est le discours qui est le véritable discours? Quel est le vrai diagnostic de Abdelmajid Tebboune quant à la situation du pays? Est-ce qu'on est vraiment un pays puissance? C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous proposons depuis des années. Mais nous sommes en face d'un pouvoir qui n'écoute pas, qui n'est pas dans l'ouverture, qui refuse même les bonnes idées, même s'ils sont dans son propre intérêt, qui les rejette. Mais il veut être toujours dans l'unilatéralisme. Donc aujourd'hui, dire qu'on est une force de frappe, je ne sais pas. Par contre, il frappe bien les Algériens et les détenus d'opinion et le pouvoir d'achat des Algériens. Ça, on reçoit énormément de frappes. Tous les jours, on reçoit des tuiles sur la tête. Ça, oui, c'est vrai, on les reçoit. Mais autre chose, non, il faut être un peu sérieux quand même. C'était la semaine de Quwa Dhariba, Karim Kébir. Non, effectivement, c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui justifie un peu cette sortie pour dire que nous sommes une force de frappe. Est-ce que peut-être c'est un peu, si le discours est destiné au Maroc, je ne crois pas que c'est approprié de le dire. Maintenant, si c'est destiné pour les Algériens, encore une fois, je ne vois pas pourquoi on cherche à convaincre les Algériens que nous sommes puissants. Qu'est-ce qui le justifie? Parce que nous avons d'autres priorités aujourd'hui. Les Algériens n'ont pas à chercher si nous sommes forts, puissants, ou nous sommes capables
de battre un autre pays ou je ne sais pas, mais c'est plutôt, ils voient les indicateurs économiques, ils voient la situation des libertés, ils voient ce qu'ils vivent tous les jours. C'est ça ce qui les intéresse le plus. Et donc, je crois que c'était beaucoup plus là qu'il était attendu le Tebboune, au lieu d'exhiber les biceps de l'Algérie, que nous sommes une grande puissance, alors que rien ne le justifie en fait. Moi, je veux juste répondre à Quwwa Dhariba rapidement, rajouter un élément qui m'a vraiment interpellée. Récemment, il y a 2 jours, un ami m'a envoyé une carte sur les ressources en eau en Algérie et dans toute la région. C'est-à-dire que quand j'ai regardé cette carte, j'ai dit waouh, nous avons énormément de potentiel de ressources en eau. Pourquoi le Quwwa Dhariba n'a pas juste ramené de l'eau chez les Algériens au quotidien? Juste ça. Maître Hasso, vous avez parlé des détenus d'opinion et c'est très important. Une des figures de ces détenus d'opinion durant l'année 2019, c'était Fodel Boumela, qui a été emprisonné 3 fois et c'était la 3e fois. Il a été mis en liberté aujourd'hui. La chambre d'accusation l'a décidé. Est-ce que c'est un bon pas vers la libération des détenus, la libération de Fodel Boumela qui était inattendue? C'est d'abord la norme des choses. Fodel Boumela n'a rien à faire en prison. Fodel Boumela est un intellectuel, il s'exprime, la constitution algérienne de Abd Majid Tebboune lui garantit le droit de s'exprimer librement, le droit d'avoir une opinion politique, le droit même de critiquer. Le président, il l'a dit au départ. Il a dit critiquez-moi, qawimouni, c'est-à-dire qu'il tchoufoni, kharajt al tariq, raj'ani al tariq. Fodel Boumela, il s'exprime sur les questions qui intéressent l'opinion publique nationale, sur les attentes du peuple, sur cette révolution avortée malheureusement par le pouvoir. Donc sa place n'est pas en prison. Le mettre en prison, c'est déjà une violation de la Constitution, une violation de la loi du Code de procédure pénale. Parce que vous savez, Khaled, le Code de procédure pénale algérien, il stipule clairement que toute personne qui doit être poursuivi peut être instruit librement, il doit rester en liberté. Si jamais l'affaire est très grave, on peut le mettre sous contrôle judiciaire et que la détention est une mesure d'exception. Aujourd'hui, cette exception a été bafouée. Elle est devenue la règle systématique, je dis bien, et surtout en ce qui concerne tous les détenus d'opinion. Et c'est dramatique, il n'y a pas que Boumela, il y a Fethi Gharras qui est toujours en détention et qui n'a pas été encore auditionné par le juge d'instruction au fond, parce qu'il y a eu les vacances judiciaires. Il y a l'Assouli, l'Hadi, Meskin qui n'a rien fait. Il y a des enseignants à l'université, dans la fameuse affaire qu'on a représentée, nous, avec tous les co-prévenus. Ils étaient au nombre de 10 ou 12 personnes. Des enseignantes universitaires, etc. C'est pas normal qu'on bafoue le droit aujourd'hui et que d'une mesure exceptionnelle devienne la règle, sans aucune distinction. C'est ça qui n'est pas normal. Par contre, et on ne peut pas nous parler d'un état de droit. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que la chambre d'accusation a rejeté la libération de notre confrère Mohamed Moulouj, qui est journaliste à Liberté, qui est en prison maintenant depuis le 15 septembre. Comment est-ce qu'on réagit au journal Liberté à l'incarcération de Mohamed Moulouj, qui est aujourd'hui le 2e journaliste de Liberté en prison après la Bakaresh? Oui, bien sûr, on le vit difficilement parce qu'on considère... même si les 2 affaires entre Karesh et Moulouj sont différentes, mais nous savons tous qu'ils n'ont absolument rien à voir avec les accusations qu'on essaie de leur coller. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand vous savez que beaucoup, en tout cas ils ne sont pas les seuls, ils sont des centaines, on est à plus de 200 de gens dont tout le monde dit que les dossiers sont vides. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'avec la libération de Boumela, il y aura d'autres? Moi, honnêtement, je ne m'attends pas parce qu'il n'y a pas de volonté d'apaiser la situation. Parce qu'en parallèle, il y a des gens qui sont encore arrêtés et rien n'exclut qu'ils vont encore arrêter d'autres personnes. Il n'y a aucune logique. L'essentiel, le but ultime, en tout cas de mon point de vue, c'est d'empêcher définitivement le retour du Hirak et puis de permettre au régime de se reconstituer tel qu'il le souhaite, à leur rythme et à leur manière.
Et il faut rappeler qu'il y a 3 confrères en prison aujourd'hui, Mohamed Mouloudj, Hassan Boras et Rabah Karesh. Et je rappelle que le procès en appel de Rabah Karesh aura lieu le 4 octobre prochain à la Cour de justice de Tamanrasset. Vous êtes une des avocates de Rabah Karesh. Vous êtes optimiste cette fois, maître. Il aura fait 6 mois de prison. Il a été condamné à 8. Quel scénario, encore une fois, je parle de scénario, on peut attendre encore une fois, des le 4 scénarios. octobre? Écoutez, encore une fois, vous étiez avec nous quand on a fait les plaidoiries au tribunal de Tamanrasset et on était vraiment, vraiment choqués de la décision parce que c'est une décision injuste, arbitraire, et qui a illégale. été jugée sur le contenu de ces articles. Absolument, non seulement sur le contenu, mais il y a eu les gens, les manifestants touaregs qui étaient présents lors de l'audience et qui ont apporté leur témoignage en disant c'est lui qui a fait éviter à la région justement des manifestations et des troubles qui pouvaient justement causer beaucoup de dégâts à la région. Bien au contraire. Mais mieux que ça, le ministère de l'Intérieur, pourquoi je vous dis il n'y a pas d'incohérence chez ce pouvoir? Parce que le ministère de l'Intérieur, grâce à cet article de Rabah Karesh, il a pondu une note qui a suspendu la loi et le décret portant justement modification des circonscriptions dans le cadre des nouvelles wilayas. Voilà encore une démarche qui est une démarche totalement politicienne et qui ne répond à aucun critère objectif parce qu'aujourd'hui les Algériens ont besoin d'avoir une administration efficace et efficiente et non pas multiplier le nombre de wilayas qui sont des niches de corruption et de bureaucratie. Donc au contraire, Rabah Karesh à travers son article, il a fait éviter à Tamanrasset un désastre. Et le témoignage de tous les notables qui étaient présents lors de l'audience l'ont confirmé. Donc j'espère que les magistrats de la Cour, qui sont beaucoup plus sages, qui ont plus d'expérience, qui ont plus de retenue et plus de recul, j'espère qu'ils vont rectifier le tir et faire l'application de la loi, tout simplement. Et nous croisons les doigts pour le 4 octobre. Maître Assoul, la Tunisie a une femme chef du gouvernement désignée depuis ce matin pour former un gouvernement. Beaucoup disent que c'est une manœuvre du président Kais Saïed pour séduire, plaire aux Occidentaux, lui qui, ces dernières semaines, n'a pas pris des décisions très démocratiques. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Écoutez, moi d'abord, je pense que la décision en elle-même est un événement. On ne peut pas quand même s'en cacher parce que dans un pays maghrébin, dans un pays arabo-musulman, voilà un président qui nomme une femme chef du gouvernement. C'est quelque chose qu'on doit féliciter, c'est une bonne chose pour moi. Ça veut dire que si M. Tebboune nomme demain une femme Premier ministre, vous allez saluer ça en disant que c'est une bonne chose. Ça ne risque pas d'arriver. Oui, mais si ça arrive. Arrêtons, c'est pas, il ne faut pas faire des comparaisons qui sont incomparables. Non, mais arrêtons. Non, il faut être sérieux dans les choses politiques. C'est-à-dire ce qui se passe en Tunisie, moi je me suis exprimée en tant que politique et je pense qu'on était à Tamanrasset quand Kais Saïed a fait l'application de l'article 80 de la Constitution et j'avais dit c'est pas normal que Kais Saïed, il a utilisé la Constitution, c'est une bonne chose parce qu'il y avait une anarchie en Tunisie, l'économie s'est effondrée, les institutions sont sur le point de s'effondrer. C'est une bonne chose qu'il utilise la Constitution pour mettre fin à ce désastre. Mais de l'autre côté, ce que je n'ai pas accepté en tant que juriste, en tant qu'ancien magistrat, en tant qu'avocat, c'est qu'il puisse avoir tous les pouvoirs entre ses mains. C'est pas normal. Je l'ai critiqué, j'ai dit non, vous n'avez pas le droit d'être le procureur général, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le chef du gouvernement. Non, c'est pas sain, ça, c'est quelque chose d'anormal. Par contre, maintenant, s'il a une feuille de route, c'est ce que beaucoup de Tunisiens, en tout cas, le supportent, c'est pas moi, c'est pas à moi, Zoubida Assoul, en tant qu'Algérienne, de dire c'est Kais Saïed, il a fait une bonne chose ou pas, c'est aux Tunisiens. Les Tunisiens, une bonne partie en tout cas des Tunisiens, sont contents que Kais Saïed mette fin à cette coalition politique désastreuse. Ce n'est pas ce que disent les détracteurs du président tunisien sur oui, il y en a, bien évidemment. Mais une femme à la tête du gouvernement, je suis sûre qu'elle fera mieux, en tout cas, que les hommes qui l'ont précédée. On verra. Une femme chef du gouvernement en Tunisie, c'est une première au Maghreb et dans le monde arabe, il me semble. Oui, historique. Islamique, non, il y avait Benazir Bhutto. Benazir Bhutto était dans le monde arabe. Mais le monde arabo-musulman. Il y avait Benazir Bhutto. Afro-arabe, si on peut dire. C'est une... En tout cas, en Tunisie,
c'est un pays pionnier dans les droits des femmes. Donc depuis 1956, le statut promulgué par la Bourguiba. Ils sont en avance en tout cas. Mais c'est vrai qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est une manœuvre du président Kais Saied pour s'attirer en tout cas l'aile moderniste, mais beaucoup plus, c'est d'avoir la bienveillance un peu de l'Occident. Peut-être qu'il aura des dividendes, du moins sur le plan économique, qui vont l'aider. Et effectivement, les Occidentaux sont assez sensibles à ce genre de débat. Mais par contre, la plus grande... nous dit-on que c'est mais une la plus femme grande, qui... effectivement, Voilà. parce que même pendant C'est la pas pandémie... parce qu'elle est femme, mais elle a un parcours, elle a une compétence. Pendant la pandémie, Ce tous sont les des- pays qui ont été gouvernés par les femmes Eh ont ben mieux voilà. géré cette situation, Tout à fait. notamment la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, il y a beaucoup, là où c'est les femmes qui dirigent. Elles ont des compétences, même nous. Rappelez-vous, Ben Abrit, moi je suis de ceux qui ont soutenu Ben Abrit. Vous êtes l'un des Malheureusement, défenseurs de Riyad Ben Abrit. elle a payé parce qu'il y a beaucoup de forces conservatrices qui l'ont attaqué. Ils lui ont fomenté des trucs, les fuites au bac, ils l'ont malmené. Mais elles sont compétentes, les femmes. Elles sont très très compétentes. Donc, Elles sont engagées et surtout ce et qui elles est veulent bien- changer la société. Et l'impact justement de la nomination de comment il s'appelle De déjà Nejla Bouden. Nejla Bouden. Nejla Bouden. Bouden, c'est que je pense que ça va briser un peu ce blocage psychologique qui existe dans les sociétés arabo. Merci Karim. musulmanes. On termine par cette question sérieuse, et c'est vraiment une question sérieuse. Vous accepteriez d'être le Premier ministre de la Majid Tebboune? C'est une question sérieuse. Franchement. S'il y a des garanties de démocratie, de changement, Ah de oui, pluralité, on l'a est-ce pas que vu. vous accepteriez? Non, mais on ne l'a pas vu. Si on vous donne des On garanties l'a de pas changement. vu. Oui, mais si on vous Il donne faut à qu'on vous le des voit, garanties. il faut qu'on Vous le ne voulez voit, pas qu'il répondre. réponde au peuple d'abord, avant de répondre à moi. Merci Maître Zobila Assoul d'avoir été l'invité du Café Presse Politique. Merci Karim Kebir et merci à Mansaf Etrassi qui était avec nous dans la première partie pour rendre hommage à Hamza Anis Chelouch. Et merci à vous pour votre fidélité. Je rappelle tous les mercredis à la fin de cette émission qu'il y a trop de détenus d'opinion aujourd'hui en Algérie. 3 confrères journalistes, Hassan Bouras, Mohamed Mouloudj et Boualem Karesh. Solidarité également avec nos confrères marocains, Slimane Raissouni et Omar Radi, également avec Nabil Mellah, Lamine Maghni, Mohamed Ajadid, Sohib Dabbari, Ali Rdiri et tous les autres. On pense aussi à vous. À mercredi prochain sur Radio M. Pour bien s'entendre, il faut bien